Une de ces histoires qui défie le temps et la logique, l'affaire DB Cooper. Imaginez, un homme, un avion, une énorme rançon, et puis plus rien. Une disparition totale dans la nuit. Alors, la grande question, c'est ça. Comment est-ce qu'un seul homme a pu détourner un avion, se faire remettre 200 000 $ et littéralement s'évanouir dans la nature? C'est une histoire qui fascine depuis plus de 50 ans. Un plan super audacieux, exécuté avec un calme mais vraiment déconcertant, et qui se termine par un saut vertigineux dans l'inconnu. Allez, c'est parti, on décortique ensemble cette affaire incroyable. Pour comprendre, il faut revenir au tout début. On est le 24 novembre 1971, la veille de Thanksgiving. Une journée qui s'apprêtait à marquer l'histoire du crime aux États-Unis. Ok, alors regardons le déroulé des faits, c'est assez fou. L'homme est d'un calme olympien. Il s'installe, commande un bourbon, il fume une cigarette comme n'importe quel passager. Et puis, tranquillement, il tend un petit mot à l'hôtesse de l'air. Le message est glacialement simple. J'ai une bombe. Ses exigences sont hyper précises. À l'escale de Seattle, tout se passe comme il l'a prévu. L'échange a lieu sans un accroc. L'argent et les parachutes contre les passagers. Ensuite, l'avion redécolle. Et là, c'est le clou du spectacle. Quelque part au-dessus du sud de l'État de Washington, en pleine nuit, il fait ouvrir la rampe arrière de l'avion et il saute. Il disparaît dans le néant. Et ce chiffre, 200 000 $. Bon, aujourd'hui, ça peut paraître pas si énorme que ça. Mais attention, on est en 1971. Remis au goût du jour, ça représente plus d'1,5 million de dollars. C'est une somme colossale qu'il a emportée avec lui dans la nuit. Après ce saut spectaculaire, on pourrait croire que l'enquête va vite avancer. Mais c'est tout le contraire. Le mystère ne fait que commencer. Le FBI se lance dans une enquête gigantesque, mais Cooper, lui, il s'est littéralement volatilisé. Le FBI lance alors l'opération Norjack. C'est le nom de code pour Northwest Hijacking, et là, ils sortent l'artillerie lourde. On parle de centaines d'agents mobilisés, la zone de saut est passée au peigne fin, des interrogatoires, des analyses, une vraie démonstration de force. Mais rien. Le fantôme reste absolument insaisissable. Et ce qui est absolument dingue, c'est le contraste. D'un côté, 45 ans d'enquête acharnée, plus de 1000 suspects écartés, un travail de titan. Et de l'autre, une seule, unique petite preuve matérielle. C'est en 1980 qu'un gamin, en se baladant sur une berge de la Columbia River, tombe sur des liesses de billets de la rançon, à moitié pourris. Le truc, c'est que ça soulève encore plus de questions. Comment cet argent a pu arriver là, presque 10 ans plus tard et si loin de la zone de saut supposée? Cette découverte, au lieu d'éclaircir les choses, a rendu le mystère encore plus épais. Cette absence quasi totale de preuves a nourri la question centrale, le grand débat de toute cette affaire. Est-ce que Cooper a pu survivre à son saut complètement fou? Et là, il y a vraiment deux écoles. La première, c'est la thèse du fantôme, du suicidaire. Franchement, les conditions du saut étaient apocalyptiques. Sauter de nuit, à 3000 mètres, en pleine tempête, avec un froid glacial, au-dessus de forêts super denses et de montagnes, c'est de la pure folie. La plupart des experts vous le diront, il n'a jamais pu s'en sortir vivant. Mais, de l'autre côté, il y a la théorie du génie. Certains détails clochent. Le type savait que la rampe arrière de ce Boeing pouvait s'ouvrir en vol, un détail technique que presque personne ne connaissait. Il a demandé des parachutes très spécifiques, des parachutes militaires. Alors, amateur inconscient ou expert au sang-froid? Le débat est toujours ouvert. Forcément, avec un tel mystère, les enquêteurs, qu'ils soient du FBI ou des amateurs passionnés, ont passé des décennies à essayer de mettre un visage sur ce fantôme. Alors voyons un peu, qui sont les principaux suspects? Alors, on a d'abord Richard McCoy. Le profil est super intéressant. C'est un béret vert, un parachutiste aguerri, et surtout, il a réalisé un détournement quasi identique quelques mois plus tard. Mais il a toujours nié être Cooper. Ensuite, il y a un certain L.D. Cooper. Là, c'est sa nièce qui, bien des années après, a affirmé qu'il avait tout avoué sur son lit de mort. Intriguant, mais les tests ADN n'ont rien donné de concluant. Et enfin, Robert Rackstraw, un ancien paramilitaire, un peu escroc sur les bords. Une équipe d'enquêteurs privés était persuadée que c'était lui. Mais lui aussi a nié jusqu'à sa mort. Au final, pour aucun d'entre eux, on n'a jamais eu la preuve formelle. Et c'est là que l'histoire devient encore plus grande. Au-delà de l'enquête criminelle qui piétine, D.B. Cooper est sorti du simple fait divers. Il est devenu une véritable légende. Et ça montre bien comment une histoire peut complètement dépasser les faits. On retrouve Cooper partout, dans des films, des séries télé, des chansons. Il y a même un festival annuel, les DB Cooper Days, dans l'État de Washington. Le criminel a laissé place à une figure du folklore moderne. C'est devenu l'anti-héros par excellence, celui qui a réussi le coup du siècle et qui a disparu, laissant tout le monde sans voix. En fait, cette citation résume tout.
Il représente l'homme ordinaire qui défie le système, prend l'argent et disparaît. C'est ça le cœur de la fascination. Finalement, ce n'est même plus le crime qui captive, c'est le fantasme qui l'incarne, le fantasme de l'évasion parfaite. Qu'il soit mort cette nuit-là ou qu'il ait refait sa vie tranquillement au soleil, au fond, il a réussi l'impensable. Au final, la question reste entière. D.B. Cooper, était-ce un génie du crime, un parachutiste d'élite qui a réussi son coup, ou simplement un homme désespéré qui a sauté vers une mort certaine? Après plus d'un demi-siècle, la seule certitude, c'est que la réponse est toujours quelque part là-haut, perdue dans le ciel pluvieux de Washington.